Asseyez-vous, Émilie, je vous en prie. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour cette reprise du cycle Art et archéologie du judaïsme. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Émilie Porcher, qui est archéologue à la direction du patrimoine de l'Île-sur-la-Sorgue. Alors, je n'ai pas besoin, je crois, de vous dire, mais de toute façon, elle nous en parlera, que l'Île-sur-la-Sorgue est une de ces 4 communautés qui ont subsisté en France après les expulsions médiévales, parce que c'était une de ces villes du comtat venessin qui était sous l'autorité juridique des papes, et que par conséquent, la loi française, si j'ose dire, ne s'appliquait pas. Mais elle va nous en parler de manière beaucoup plus approfondie et savante. Donc Émilie est archéologue à la direction du patrimoine de l'Île-sur-la-Sorgue, qui est une direction extrêmement dynamique, dirigée par François Guyonnet, qu'on avait eu le bonheur d'entendre ici en 2010 pour le colloque Archéologie du judaïsme en France et en Europe, et qui à l'époque était au service départemental de l'archéologie du Vaucluse. Il y a un service départemental dans le département du Vaucluse et qui nous avait entretenu du bain rituel, du mikvé de Cavaillon, qui se trouve dans l'immeuble mitoyen de la synagogue de Cavaillon. Depuis qu'il est à l'Île-sur-la-Sorgue, il est très actif sur les questions de vestiges de la présence juive comtadine à l'Île-sur-la-Sorgue. Et il a recruté Émilie, qui était auparavant archéologue au musée de Cavaillon. Nous lui devons d'ailleurs l'article dans Archéologie du judaïsme en France consacré à la lampe d'Orgon, qui est cette petite lampe à décor de double menorah, de double chandelier à 7 branches, qui est probablement la première trace de la présence d'un juif sur le territoire de la France actuelle. Nous lui devons aussi l'article dans Archéologie du judaïsme sur l'Île-sur-la-Sorgue, lors du colloque de 2021, si j'ai bonne mémoire. Et entre-temps, il y a deux années de fouilles. Et donc, c'est une vraie séance d'actualité de la recherche archéologique qu'elle nous propose. Je l'en remercie beaucoup. Je vous remercie. Merci, Paul. Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour m'écouter. Nous allons évoquer ensemble le destin d'une petite communauté de juifs, ceux que l'on désigne comme les juifs du pape ou encore que l'on connaît sous le terme de juifs du comtat. Ils ont résidé sur le territoire du comtat vénessin durant plusieurs siècles. Ils ont évolué complètement isolés des autres communautés, développant leurs propres caractéristiques cultuelles et culturelles. Alors c'est un groupe de juifs qui est relativement mal connu du grand public. L'histoire de ces juifs comtadins reste pour beaucoup à écrire, d'autant plus que les ressources archivistiques, inégalement conservées et inégalement exploitées par les historiens, restent muettes sur certains points, en particulier en ce qui concerne le cadre strictement privé. On peut s'interroger d'ailleurs sur leurs pratiques au quotidien, leurs pratiques religieuses au quotidien. Les objets et les textes connus propres à la tradition comtadine sont finalement relativement peu nombreux et très éparpillés, surtout au regard de leur longévité et de leur importance historique. Ces objets ou ces écrits, à l'exception de quelques découvertes réalisées dans des guénisotes, ont été éparpillés en même temps que leurs propriétaires après la Révolution. Ainsi, à l'Île-sur-la-Sorgue, nous ne disposons pour l'heure d'aucun objet spécifiquement juif, même après la fouille de la synagogue qui a eu lieu ces dernières années, à l'exception toutefois d'un petit rouleau de mezouza découvert dans les murs d'une maison de la Juiverie en 2018. Outre ces ressources historiques, l'archéologie du judaïsme, que l'on peut considérer comme une discipline relativement récente, apporte, quand cela est possible, d'importantes informations sur ces populations. Et nous en verrons de multiples exemples au cours de cette présentation. Alors, comme d'autres cultures juives anciennes, la culture judéo-comtadine s'est aujourd'hui largement diluée dans certains courants, et ce, dès la fin du XVIIIe siècle. Ainsi, certaines pratiques, le geste, le rite ou les traditions ont pour certaines disparu, tout comme leurs traces matérielles. La communauté de Carpentras, qui existe toujours, peut être considérée comme la gardienne de certaines de ces traditions comtadines qui nous sont parvenues. Malgré tout, ces juifs du pape nous ont légué
un héritage extrêmement riche qui ont largement marqué notre culture nationale, avec certaines œuvres ou des actions de ses descendants les plus illustres, intellectuels ou artistes, qui vont revendiquer avec force cette culture comtadine. Donc quelques-uns de ces grands intellectuels ou artistes que nous connaissons tous et qui sont des descendants de ces juifs du pape. À l'Isle-sur-la-Sorgue, petite ville anciennement industrieuse du comtat vénessin, qui se trouve dans l'actuelle Vaucluse, un groupe de juifs va y résider pendant plusieurs centaines d'années. Mais leurs traces, nous le verrons, ont été progressivement effacées, leur histoire oubliée, voire minimisée. La communauté de l'Isle-sur-la-Sorgue a souvent été considérée par les historiens et les spécialistes comme la petite communauté la moins connue du comtat vénessin. Les recherches menées par la direction du patrimoine de la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue depuis plus de 10 ans maintenant ont considérablement fait avancer la recherche sur cette thématique. En effet, depuis 2012, la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue, qui est une petite ville, nous sommes environ 20 000 habitants, se dote d'un service du patrimoine composé d'historiens, de médiateurs du patrimoine, d'archéologues et d'architectes. Cette équipe pluridisciplinaire, implantée à l'échelle strictement locale, est dirigée depuis sa création par l'archéologue François Guyonnet. Il répond à plusieurs missions d'intérêt public, inventaire, archéologie préventive ou programmée, suivi de travaux, études patrimoniales, suivi du SPR ou encore médiation culturelle. La direction du patrimoine intervient majoritairement sur le territoire communal. Cette installation strictement locale permet d'envisager des projets archéologiques et patrimoniaux sur le long terme. En effet, les multiples compétences réunies au sein de cette direction du patrimoine autorisent la suivi de projets de A à Z, qu'ils soient d'initiatives publiques, construction récente d'un cinéma ou d'un EHPAD, ou d'initiatives privées, construction d'un hôtel, réhabilitation de maisons anciennes, etc. Toujours dans une optique de sauvegarde et de mise en valeur patrimoniale. C'est dans ce champ d'action très large que l'équipe de la direction du patrimoine de l'île intervient depuis maintenant plus de 10 ans sur le patrimoine juif. Alors je vous propose de découvrir au cours de cette présentation l'histoire singulière de ces juifs du pape, et plus précisément du destin de la communauté de l'Isle-sur-la-Sorgue. Puis j'exposerai les actions de la direction du patrimoine engagée sur son patrimoine juif et les nombreux projets que nous portons sur cette thématique. Alors commençons par le commencement. Depuis quand peut-on retracer l'histoire de ces juifs dans le sud de la France ? Alors, nous savons très bien par les sources anciennes, les sources latines, que des juifs ont toujours résidé dans ce qui deviendra le sud de la France. Que pouvons-nous dire de ces premiers juifs français ? Alors, plusieurs ouvrages de l'historien latin, en particulier Flavius Joseph, qui était juif lui-même, nous évoquent la destinée de certains juifs qui vont évoluer en Gaule. Cependant, les traces matérielles de ces premiers juifs sont relativement difficiles à identifier. Ce sont quelques petits objets ou quelques éléments épigraphiques qui en témoignent, contrairement à d'autres régions du monde où nous connaissons des constructions juives antiques, ou du moins identifiées comme telles. Parmi ces témoignages, nous ne citerons pas tous les éléments, juste les plus importants, avec en premier lieu cette fameuse lampe d'Orgon, qu'un certain nombre d'entre vous, je pense, connaissent. Donc c'est une toute petite lampe antique qui a été découverte à Orgon. Orgon, c'est un tout petit village qui se trouve juste à côté de Cavaillon, à une dizaine de kilomètres. Lampe trouvée par un amateur, Francis Hoffman, qui en 1967 réalise une petite fouille archéologique et découvre, parmi d'autres objets archéologiques, cette petite lampe qui fait environ 8 cm de long. Qui est datée a priori du changement d'ère. On est sur la période augustéenne. Et si l'on regarde attentivement le médaillon, c'est-à-dire le centre de la lampe, on peut voir assez clairement un dessin un petit peu particulier, interprété comme la représentation d'une double menorah, d'un double chandelier à 7 branches. Si c'est la bonne lecture du motif, ce serait a priori le plus ancien témoignage de culture juive en France. Alors les interprétations sont nombreuses. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que nous avons là le témoignage peut-être d'un des plus anciens juifs qui aurait résidé en France, etc. Voilà, beaucoup de choses sont à discuter autour de cette lampe. En tout cas, il s'agit du plus ancien témoignage juif que nous connaissons sur notre territoire national. Un autre témoignage qui est là beaucoup plus probant à mon sens, mais un petit peu plus tardif, puisque nous nous trouvons au IIIe siècle de notre ère, c'est la découverte relativement récente qui a été aussi présentée au MAGE
d'un sarcophage, un double sarcophage, qui a été découvert en 2009 à Arles, dans le cadre d'une fouille archéologique. C'est un sarcophage double et sa particularité, c'est que ici, nous avons un cartouche avec une inscription qui nous donne l'identité des deux défunts. Ce sont deux époux. Nous avons Pompeia Iudea et Cossitius Eutyclès. Donc, le patronyme de Pompeia Iudea ne laisse absolument aucun doute sur la judéité de la défunte et c'est a priori la plus ancienne juive de France. C'est comme ça qu'on la présente. Donc, nous sommes déjà au IIIe siècle après Jésus-Christ. Je citerai également ici une matrice de sceaux qui pourrait provenir d'Avignon, ou du moins de sa région. Nous ignorons exactement son contexte de découverte, donc c'est toujours des objets à prendre avec beaucoup de précautions, qui, vous le voyez encore une fois, ici, avec la présence d'un chandelier. Alors c'est pareil, c'est toujours très difficile à dater, ce serait un élément antique, mais on ne sait pas trop d'où ça vient et on ne sait pas trop quand le dater, mais ça pourrait être l'un des plus anciens aussi témoignages de la culture juive de France. On peut dire que durant cette Antiquité, à la fin de l'Antiquité, dans le très haut Moyen-Âge, on pense que ces Juifs résident partout, en ville, à la campagne, et qui sont complètement indistincts des populations. Il n'y a pas, à cette période, de séparation entre les Juifs et les chrétiens. Malgré des mesures anti-juives qui commencent à être initiées par les élites chrétiennes, premier baptême forcé, première expulsion, on commence à mettre en place des fiscalités spécifiques. Dès la fin de l'Antiquité, on voit une dégradation progressive des conditions des Juifs dans le midi de la France. Dans le courant des Moyen-Âge, malgré tout, la documentation apparaît plus nombreuse sur ces Juifs, à Arles, Marseille, Narbonne ou Montpellier, avec des textes et des actes notariés qui documentent en particulier l'organisation des communautés et les activités de ces Juifs. On voit très bien qu'ils sont agriculteurs, commerçants, artisans. On voit aussi apparaître de manière assez légère un regroupement progressif mais volontaire de ces Juifs dans certaines rues ou certains quartiers. C'est ce qui deviendra plus tard le noyau des ghettos. Au XIIe siècle, c'est une période relativement de tolérance vis-à-vis de ces Juifs. C'est ce qu'on appelle parfois dans la littérature le siècle d'or des Juifs de Provence et du Languedoc, avec une augmentation notable des communautés dans les grandes villes. Nîmes, Aix, Marseille, Beaucaire, mais aussi dans des tout petites villes. Je citerai Lunel, Traits, Auch, Carcassonne, Lodève, Saint-Gilles-du-Gard, etc., qui possédaient une petite communauté de Juifs. C'est une période où la vie spirituelle, scientifique, artistique est extrêmement riche. On voit l'émergence de nombreux juifs, de nombreux intellectuels juifs extrêmement réputés. Le tournant majeur intervient pour ces juifs à compter du concile œcuménique de Latran IV en 1215, sur l'ordre du pape Innocent III. Alors c'est une période de trouble pour l'Église catholique. Plusieurs points seront étudiés au cours de ce concile. Et le premier d'entre eux étant la lutte contre toutes les hérésies. La chrétienté veut lutter contre ces hérésies avec en premier chef les cathares et les vaudois, mais également les musulmans et les juifs. C'est à partir de ce moment qu'on va imposer aux juifs le port de la rouelle et du chapeau. Ce sont des signes de leur infamie. C'est le début d'une véritable ségrégation. Donc je pense que vous connaissez tous ces fameuses rouelles jaunes que les juifs devaient porter ostensiblement pour être reconnus de tous, donc des petits cercles jaunes que l'on voit très bien ici, que l'on devait coudre sur leurs vêtements. Donc ce concile de Latran IV, 1215, est vraiment un acte presque fondateur. Ça va être le déclencheur d'une série de mesures de ségrégation et le déclenchement de diverses expulsions. Les premiers à expulser les Juifs de leur territoire seront les Anglais en 1294, 1306 pour le royaume de France par Philippe le Bel. Il faudra attendre le rattachement de la Provence au royaume de France en 1501 pour que les Juifs ne puissent plus résider en Provence. Il faudra attendre 1505 pour que la principauté d'Orange, qui est une petite entité qui touche le comtat vénétien, expulse également ces Juifs. Dans ce contexte d'expulsion assez global en Europe, le comtat vénétien apparaîtra, nous le verrons, comme un refuge. Alors, vous imaginez bien que c'est une période de trouble pour ces communautés juives. Il y a énormément de révoltes, de massacres. Les Juifs seront à ce moment-là accusés d'absolument tous les maux. Ce sont des véritables boucs émissaires, en particulier au moment des famines et des grandes épidémies.
Ainsi, on connaît des massacres à Toulon, à Strasbourg, etc., pendant toute la durée du Moyen-Âge, et ça perdurera jusqu'à la Révolution. Alors, malgré tout, au Moyen-Âge, les témoignages archéologiques sont beaucoup plus nombreux dans ce midi de la France, que ce soit au niveau de la culture matérielle ou des constructions à usage culturel, en particulier dans les villes où il y a les plus grandes communautés. Alors, je ne vais pas citer tous les témoignages, juste quelques-uns. Celui-ci que vous devez bien connaître, il y a eu une conférence à ce sujet d'ailleurs il y a quelques mois maintenant, au mois d'octobre je crois, par monsieur Vessette. Donc c'est le Mikvé de Montpellier, qui est un témoignage absolument remarquable. Je pense que plusieurs d'entre vous l'ont déjà visité, sinon je vous le conseille, c'est très beau. C'est un Mikvé parfaitement conservé, qui daterait du XIIIe siècle, qui a été découvert dans les années 90 par l'archéologue Christian dans les années 80, par l'archéologue Christian Markiewicz. C'est l'un des plus anciens mikvés d'Europe. C'est le seul témoignage, on va dire, encore visible de l'importante communauté juive médiévale de Montpellier. Alors, ce mikvé était lié à la synagogue médiévale dont il ne reste presque plus rien, du moins rien de visible pour le grand public. Alors, il est bien évidemment classé MH. Il a la particularité également d'avoir conservé son déshabilloir, c'est-à-dire la salle qui permettait de se dévêtir avant de rentrer dans le mikvé. Juste un autre exemple de ce patrimoine juif médiéval dans le sud, c'est la ville de Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, qui est peut-être un petit peu moins connue, qui se trouve dans la Drôme, donc pas très loin de nos juifs du pape. Alors nous ne sommes pas en Comtat, nous sommes dans le Saint-Empire germanique. Alors c'est une communauté, celle de Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, qui est connue dans les textes depuis le XIIe siècle. On sait qu'elle atteindra environ 70 familles vers le XIVe siècle. Alors cette communauté verra un déclin extrêmement rapide au cours du XVe. Alors le quartier juif, assez étonnamment, a été relativement bien préservé, et ce même jusqu'au XIXe et XXe, où très peu de destructions ont eu lieu. On a retrouvé d'ailleurs dans les années 60 quelque chose d'absolument unique. C'est cette arche sainte en pierre que vous voyez ici, qui a été, je crois, exposée un temps d'ailleurs au Mage. Elle prend la forme d'une grande armoire en pierre. Elle mesure environ 2,40 m de haut. Et elle est datée, puisque la date est inscrite dessus, et nous sommes en 1445. Toujours sur cette même ville, vous voyez au centre deux photos. Nous sommes en 2016, et des archéologues ont été missionnés pour étudier un mikvé qui se trouve sous les bouteilles que vous voyez ici. Alors le mikvé servait à contenir ces vieilles bouteilles de vin, donc il a fallu enlever les bouteilles de vin et pomper l'eau pour pouvoir accéder jusqu'au mikvé. Donc un mikvé parfaitement conservé. Actuellement, le quartier juif que l'on voit ici, le quartier juif est progressivement, on va dire, racheté par la commune pour pouvoir être progressivement réhabilité et restauré. Donc gros programme de sauvegarde du patrimoine juif dans cette commune. Alors, si l'on reste vraiment dans le domaine comtadin, les témoignages matériels sur ces juifs restent relativement peu nombreux pour la période médiévale. Les archives nous indiquent la présence de foyers juifs à partir de 1178. Mais peut-être que ces juifs étaient là, et c'est très probablement le cas, à une date bien antérieure. À Lille, sur la Sargue, c'est une enquête domaniale du comte d'Alphonse de Poitiers de 1266 qui nous atteste pour la première fois de la présence de 3 familles juives à Lille sur la Sargue. Alors dans cette grande histoire très générale, très globale de cette histoire médiévale de ces juifs d'Europe occidentale, nous allons maintenant évoquer ensemble un territoire très particulier, un petit territoire qui est le comtat vénessin. Alors au XIIIe siècle, c'est une ancienne possession des comtes de Toulouse. Il y a énormément de guerres avec le royaume de France, et ce comtat vénessin passe très brièvement dans le giron du roi de France, Philippe III, en 1271. Philippe III décide de céder au pape Grégoire X en 1274 ce territoire du comtat vénessin. Alors le comtat devient alors un état pontifical, géré par un recteur nommé directement par le pape. La capitale du comtat sera tour à tour Pernes, puis Carpentras à partir de 1320. Alors, le comtat vénessin est un territoire bien distinct de la ville d'Avignon. Ce sont deux choses différentes. On a tendance à les rassembler, mais ce sont deux entités administratives et politiques différentes, même s'ils sont tous les deux dépendants des papes.
Donc, ce comtat vénessin sera une petite enclave, hein, c'est petit, ça fait environ 800 km², mais qui aura un destin très particulier, hein, qui sera relativement distinct et isolé des territoires qui l'entourent, avec un rattachement à ce qui deviendra la France relativement tardif. Le comtat vénessin ne sera rattaché à la France qu'en 1791. Alors, le comtat vénessin, je vous l'ai dit, est un petit territoire, ça fait environ 800 m², relativement découpé, puisque vous voyez, il y a des petites enclaves dans l'enclave, qui comprend grosso modo l'actuel département de Vaucluse et 9 enclaves, 9 communes dans la Drôme. Alors, c'est un territoire riche à l'intersection de grandes voies de communication. Alors, quand on parle des Juifs du pape, bien évidemment, ce qui vient à l'esprit, c'est Avignon et les papes d'Avignon. Alors, comme je vous l'ai dit, Avignon a une histoire un petit peu parallèle à celle du comtat, qui resteront, je vous l'ai dit, de tout temps, 2 entités bien distinctes, même si de forts liens existent. Alors, Avignon, c'est une histoire très compliquée, qui est teintée de nombreuses rivalités et de luttes de pouvoir. Mais à la fin du XIIIe siècle, la ville d'Avignon appartient à la maison d'Anjou en la personne de Charles II d'Anjou. Il arrivera, ce sera sa petite fille, Jeanne Ier de Naples, qui est également comtesse de Provence, qui deviendra la souveraine de la ville d'Avignon. Alors la reine Jeanne, elle est très très populaire dans le midi de la France. Cette reine Jeanne accède au pouvoir dans un contexte de forte rivalité entre différentes branches de la famille. Assassinats, meurtres, empoisonnements sont la norme à cette époque-là à la cour de Naples. Jeanne craint pour sa vie et décide de fuir. Elle est comtesse de Provence. Donc, elle va décider de fuir et d'organiser son évasion en direction de la France, où elle arrive en 1348. Elle veut y rencontrer le pape Clément VI, qui se trouve déjà à Avignon, pour lui demander son aide. La reine réussit à arriver jusqu'à Avignon, voit le pape, et ayant besoin d'énormément d'argent pour organiser sa fuite et la reconquête de son royaume, elle va vendre la ville d'Avignon au pape pour 80 000 florins. 80 000 florins, c'est énorme. Donc voilà, il va y avoir un échange, et du coup, le pape devient le propriétaire, clairement, de la ville d'Avignon. Donc, depuis 1348, Avignon, qui faisait alors partie de la Provence, devient une cité-État qui appartient directement au pape. Bien évidemment, le destin de cette ville d'Avignon est très lié à l'arrivée des papes, à l'installation des papes, qui vont siéger à Avignon durant environ un siècle. Alors à la fin du XIIIe siècle, il y a un conflit très important entre le pape et le royaume de France en la personne de Philippe le Bel, toujours lui. Nombreuses intrigues, pouvoir instable, assassinats à Rome, etc. Le nouveau pape, Clément V, qui est un Français, va choisir de ne pas s'installer directement à Rome car il craint pour sa vie. Après quelques mois d'errance, il ne sait pas trop où aller, il va s'arrêter à Avignon, qui, je l'ai dit, est une position stratégique extrêmement intéressante puisque nous nous trouvons à l'intersection de plusieurs axes de communication. Donc il s'installe à Avignon, mais il tombe malade. Il y réside plusieurs années. Il faut savoir que le pape, bien évidemment, se déplace avec toute sa cour et toutes ses instances ecclésiastiques. Il va décéder et la cour va rester un petit moment à Avignon. Son successeur, Jean XXII, qui est lui-même évêque d'Avignon, décide de fixer définitivement la papauté dans cette ville en 1309. Donc la ville d'Avignon devient alors le Saint-Siège, c'est-à-dire le lieu principal du pouvoir spirituel du catholicisme. Donc c'est une succession de 7 papes qui vont gouverner depuis Avignon entre 1309 et 1378. À cette date, Grégoire XI décide de rentrer à Rome. Cependant, la majorité des cardinaux qui étaient très bien installés à Avignon ne voient pas ça d'un très bon œil et ne sont pas d'accord avec la décision de ce dernier. Ils vont donc élire leur propre pape. C'est ce qu'on appelle le grand schisme. C'est-à-dire qu'il va y avoir 2 papautés, une papauté à Avignon et une papauté à Rome. La situation va perdurer quelques décennies jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre, entre guillemets, où le Saint-Siège retourne définitivement à Rome en 1418. Donc après cette date, la ville d'Avignon reste une cité-État gérée par un légat et un vice-légat désignés par le pape. Comme le comtat vénessin, Avignon deviendra française en 1791.
Alors Avignon et le comtat vénétien appliqueront la même politique vis-à-vis des communautés de juifs, et cela dès l'installation des papes à Avignon. Alors contrairement à ce qui peut se passer ailleurs en Europe, comme en Alsace par exemple, les papes vont tolérer la présence des juifs sur le territoire. Alors bien évidemment, en contrepartie de très très nombreuses restrictions. Les raisons de cette tolérance sont multiples, mais probablement très intéressées. On sait par exemple que les Juifs étaient des commerçants spécialisés dans les produits de luxe, draps, parfums, perles, bijoux, etc. Produits dont les papes et sa cour étaient extrêmement friands. On sait par exemple à Avignon qu'en 1374, 92% des marchands de tissus de la ville sont des Juifs. Les Juifs sont bien évidemment indispensables à la papauté pour des questions financières. Les papes ont besoin d'énormément d'argent pour financer leur train de vie, mais également les guerres. Malgré tout, le comtat et Avignon restera pour de nombreux Juifs la seule alternative envisageable, puisqu'ils sont chassés et persécutés ailleurs. À partir de ce moment, au XIIIe, XIVe siècle, des groupes de Juifs du comtat vont être progressivement isolés durant plusieurs siècles des autres communautés d'Europe et vont progressivement former un groupe spécifique que l'on désigne par sa culture judéo-comtadine. Leur sort sera largement tributaire de l'attitude des papes successifs, tantôt tolérants et protecteurs, tantôt hostiles et clairement antisémites. C'est le cas par exemple dès 1322 où le pape Jean XXII, qui a tenté une campagne de conversion des Juifs mais qui a complètement échoué, est vexé comme un pou. Et par représailles, va expulser tous les Juifs du comtat vénétien durant plusieurs années. Il en profite pour spolier tous les biens, pour faire brûler tous les livres et pour faire brûler également toutes les synagogues du comtat. Les Juifs pourront réintégrer le comtat dès 1326. Alors, les Juifs ont le droit de résider dans le comtat, mais devront respecter de nombreuses obligations. Ainsi, au XIVe, les Juifs sont soumis au port de la rouelle jaune, comme je vous ai montré tout à l'heure. Plus tard, au chapeau jaune. Les femmes doivent porter un voile distinctif, puis des rubans de couleur jaune dans leur coiffure, que l'on appelle dans le comtat des pétassounes. Leurs déplacements à l'intérieur du comtat sont extrêmement limités, en particulier durant les grandes fêtes chrétiennes. L'obligation leur est faite d'assister à des prêches, pour tenter de les convertir, prêches qu'ils doivent financer eux-mêmes. Interdiction de pratiquer certains métiers dits d'autorité. Bien évidemment, les Juifs devaient payer de très lourds impôts et des taxes qui leur étaient spécifiques, qui prennent souvent la forme de présents, ou du moins de ce qu'on pourrait considérer comme des pots de vin institutionnalisés pour s'assurer la protection de tous. Alors, quelques exemples assez cocasses. Les Juifs de Carpentras devaient payer 25 livres directement à l'évêque dans les cas suivants. À sa nomination, s'il est fait prisonnier, s'il traverse une mer, s'il se rend à Rome ou s'il achète des terres. Un autre exemple, à Avignon, les Juifs devaient offrir tous les ans 1 livre de poivre à l'évêque d'Avignon au moment de la nativité. Je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Donc cette lourde contribution qu'on demande aux Juifs, ça passe aussi avant tout par des cadeaux en nature qu'on devait offrir aux puissants pour pouvoir s'assurer un minimum de protection. Alors les Juifs, et ce jusqu'à leur émancipation à la fin du XVIIIe siècle, seront la cible de nombreuses hostilités, en particulier au moment des familles et des épidémies, je l'ai déjà dit. De nombreux rixes, des exécutions sont connues, et ce jusqu'à la veille de la Révolution. Durant ce XIVe, XVe siècle, on sait que les Juifs du comtat résident aussi bien à la ville qu'à la campagne, où ils peuvent être encore propriétaires. Progressivement, au cours des siècles, les Juifs vont avoir tendance à se regrouper en ville pour plusieurs raisons. Déjà, probablement par peur d'un antisémitisme grandissant, mais également pour les besoins du culte, pour tenter d'avoir le minyan, le quorum de 10 hommes. Souvent, ces Juifs vont se regrouper au sein d'une même rue, et ce sont ces rues qui sont à l'origine des futurs ghettos. Alors, avant la date de 1624, c'est une date importante, on y reviendra, il existe environ une douzaine de quartiers juifs dans le comtat et à Avignon. Ils sont installés dans les plus grandes villes du comtat, bien évidemment, mais aussi dans tous les petits bourgs de moindre importance. Ces quartiers juifs sont le résultat d'une décision du pape Eugène IV qui, en 1442, soi-disant pour les protéger, décide de les enfermer dans un quartier strictement déterminé et surveillé,
dans lequel ils ne pourront sortir qu'en journée. C'est l'acte fondateur de la mise en juiverie. Cette décision entraîne, on l'imagine bien, un fort mécontentement de la part des communautés qui refusent cette décision dans un premier temps. Ils entament de nombreux recours auprès des papes. Il semble que cette décision de 1442 ne soit pas suivie immédiatement d'effet, puisque la mise en juiverie se fera de façon extrêmement progressive dans le comtat, vers le milieu du XVe siècle, voire au début du XVIe. Par exemple, à Cavaillon, ce n'est qu'en 1453 que la juiverie sera créée, en 1458 à Avignon et en 1504 à Perne. Nous ignorons la date de création de la juiverie de Lille. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une juiverie en comtat ? Ce sont souvent une rue unique, toujours installée dans les centres-villes. C'est le schéma inverse que l'on peut connaître, par exemple, en Alsace. Il s'agit en général de quartiers très pauvres, fermés par une ou deux portes, qui permettaient un strict contrôle de ses habitants. À l'intérieur des juiveries, en revanche, les gens jouissent d'une relative grande liberté, en particulier au niveau du culte. Ils s'administrent eux-mêmes, possèdent leurs propres règlements, que l'on appelle des escamots. Ils sont dirigés par des bellons, ce sont des représentants de la communauté, dont le nombre évolue en fonction de la communauté et des dates. Ces bellons assurent la relation entre la population juive, les autorités communales et le pouvoir papal. C'est un rôle extrêmement important. Ils règlent la vie quotidienne, les conflits internes, collectent les impôts et administrent les biens de la communauté. C'est par le biais de legs ou de dons que ces biens étaient acquis et entretenus. Cet argent servait également à payer toutes les charges liées au culte, en particulier les achats de combustible pour la synagogue et le cellar des rabbins. Mais ces legs servaient également au fonctionnement des différentes confréries de la communauté, dont celles qui étaient liées à la mort. Alors, je vous ai mis sur la photo un exemple assez parlant et assez unique. C'est ici, c'est sur la synagogue, le mur de façade de la synagogue de Cavaillon, qui a été construite en 1774, et on voit des troncs d'offrandes. Alors, il y en a 6. Les 4 sont pour les 4 saintes communautés d'Israël, Jérusalem, Hébron, Safed et Tibériade. Et les 2 du bas étaient destinés d'une part à la charité, à la tzedaka, et d'autre part à la confrérie des morts, la Havra Kadisha. Alors, tous les projets de la communauté, en particulier les projets fonciers à l'intérieur de la juiverie, doivent être validés par les autorités pontificales. En particulier, la chambre apostolique d'Avignon, sorte de ministère des finances des papes, qui veille au grain et qui veille surtout à la collecte des taxes et des impôts que les juifs doivent s'acquitter sur un grand nombre de domaines. D'un point de vue topographique, je l'ai dit, les juiveries se trouvent en cœur urbain, toujours organisées autour d'une rue. Et une rue en provençal, on appelle ça une carrière, d'où cette terminologie que l'on connaît, les carrières. Quand on parle de ces carrières des juifs, enfin de ces ghettos de juifs du pape, on appelle ça la carrière de Lille, la carrière de Carpentras. Donc ces carrières, c'est un enchevêtrement de propriétés, c'est un foncier extrêmement complexe à comprendre. Une carrière, c'est quelque chose de théoriquement figé, donc on assiste à un développement qui ne peut pas se faire de manière horizontale, donc il va se faire de manière verticale, avec des créations de maisons, puis de petits immeubles de plus en plus hauts pour pouvoir accueillir tous les coreliégionnaires. Donc développement en hauteur, donc de maisons de très nombreux étages. On sait qu'il existait, c'était quelque chose de très replié sur lui-même, avec des maisons-ponts. Donc ce sont des maisons qui traversaient les rues, qui allaient d'un bord à l'autre de la rue. Donc il faut imaginer des choses relativement sombres, très très denses. Donc ce sont des quartiers fermés, repliés sur eux-mêmes. Il était absolument interdit aux Juifs de faire des ouvertures qui regardaient en direction, en dehors de leur juiverie. Donc les Juifs c'était une ville dans une ville, c'était un quartier vraiment replié sur lui-même et extrêmement contrôlé, on se l'imagine bien. On sait qu'à l'intérieur de ces plus petites ou grandes juiveries, il y avait des petits commerces, la vie quotidienne malgré tout continuait. Alors on a très très peu de témoignages de la vie au quotidien dans ces carrières, mais on imagine, surtout pour le XIVe, XVe siècle, des quartiers pauvres, une surpopulation, des quartiers sales, avec une problématique toujours très présente dans les sources qui est celle du traitement des immondices, qu'elles soient animales ou humaines, qui rendait la vie de ces populations extrêmement délicate. Malgré tout, il y a une grande liberté de culte à l'intérieur de la carrière.
Et dès les premières formations de ces communautés urbaines, on a probablement de la création de synagogues médiévales et de bains rituels, des cimetières. Nous y reviendrons. Alors la difficulté pour les chercheurs qui travaillent sur cette thématique, c'est que ces quartiers sont pour l'essentiel relativement détruits ou largement dénaturés, surtout par les travaux qui ont eu lieu dans la seconde moitié du 19e, comme c'est le cas à l'Île-sur-la-Sorgue. Alors je vais citer juste un petit exemple d'une carrière qui est celle de Pernes-les-Fontaines. Alors Pernes-les-Fontaines, c'est une toute petite ville du comtat vénessin. On sait qu'il y avait une petite communauté de juifs qui était ici qui était jusqu'à une date assez récente relativement peu connue. Mais plusieurs découvertes archéologiques relativement récentes ont permis de mettre en lumière largement leur histoire. Deux découvertes intéressantes et spectaculaires, c'est dans les années 90 la découverte du mikvé de l'hôtel de Chélus. C'est celui-ci. Et quelques années plus tard, en 2016, ce sont les découvertes qui ont été réalisées par le service archéologique du Vaucluse, et en particulier l'archéologue Guillaume Barrault. Vous avez ici une photo de la fouille qui a découvert un second mikvé. Aujourd'hui, la ville de Pernes a décidé de proposer une mise en valeur de ces découvertes archéologiques avec, vous voyez, cette installation qui permet de descendre et de se rendre dans les caves pour aller voir le mikvé, qui connaît un très grand succès d'ailleurs. En 1555, une nouvelle étape dans le processus de ségrégation de ces juifs est atteinte. Une nouvelle décision impose aux juifs d'être propriétaires uniquement et exclusivement à l'intérieur de la carrière. On leur réduit drastiquement les métiers qui sont autorisés à faire. Seulement 3 filières le sont encore théoriquement autorisées: la fripe, la brocante et l'usure. Plus de profession artisanale ni manuelle et théoriquement plus de médecine. En 1569-1570, le pape Pie V ordonne l'exclusion temporaire de ces juifs du comtat. C'est un départ précipité de toutes les petites communautés qui vont vendre, souvent à bas prix, tous leurs biens. Plusieurs juiveries se vident intégralement de leurs habitants. Et même après leur réintégration, il n'y aura pas de réinstallation dans plusieurs d'entre elles. Ainsi, à Carpentras, en 1571, donc un an après leur réintégration, on ne dénombre plus que 57 juifs dans la ville. En 1624, alors c'est une date charnière, puisqu'on demande la fermeture de toutes les juiveries du comtat, à l'exception de 4 qui sont encore autorisées. Ce sont les carrières de l'Île-sur-la-Sorgue, Carpentras, Avignon et Cavaillon. Donc on imagine bien un afflux de population à l'intérieur de ces 4 carrières et un phénomène de surpopulation qui va s'installer. Il faut bien loger les corolégionnaires. Alors ce sont 4 sites. Alors pourquoi ces 4 sites précisément? C'est que tout simplement il s'agissait des foyers juifs les plus importants du comtat. Donc on les appelle, on les désigne souvent comme les 4 saintes communautés du comtat. Alors je vous ai fait un petit tableau qu'on va très rapidement commenter, juste pour vous donner une idée surtout de la population. On nous demande souvent, mais combien étaient-ils ces juifs? Alors c'est toujours difficile d'avoir des chiffres exacts, mais on estime qu'à la veille de la Révolution française, c'est-à-dire au moment où il y a le plus de juifs dans le comtat, nous sommes à environ autour d'une communauté globale, surtout le comtat, de 2000 personnes. Donc vous voyez, c'est une petite communauté. Pour vous donner un exemple de comparaison, on a des chiffres pour l'Alsace. En 1784, on sait qu'ils sont environ 19 000. Donc c'est vraiment une toute petite communauté dans le comtat, mais qui a ses propres spécificités. On assiste à une évolution relativement marquée de leur situation à la fin du XVIIe et surtout au XVIIIe siècle. Durant cette période, les Juifs vont voir un certain assouplissement de certaines de leurs règles de vie, en particulier en matière de commerce. En effet, les rois de France vont produire une série de lettres patentes qui autorisent les Juifs à faire du commerce avec le royaume de France. On assiste à un développement économique de certaines familles du comtat qui vont considérablement s'enrichir, devenant de grands spécialistes du commerce des draps, de la soie et du maquignonnage. Le maquignonnage, c'est le commerce de bestiaux. On va voir dans ces carrières du comtat l'émergence d'une véritable bourgeoisie au cours du XVIIIe siècle. Alors, ces nouveaux fonds, cette manne financière, va permettre d'améliorer considérablement la vie de ces juifs à l'intérieur des carrières, qui restent malgré tout enfermés. Programme édilitaire important, que ce soit au niveau des édifices privés, mais aussi publics.
On assiste dans la seconde moitié du XVIIIe siècle à la reconstruction de toutes les synagogues du comtat. Alors cet enrichissement, on s'en doute, contrarie beaucoup, si bien que certaines mesures sont prises pour rendre ces personnes aisées invisibles. C'est ce qu'on appelle les lois somptuaires, c'est-à-dire on va leur imposer certaines normes pour ne pas étaler leur richesse, entre guillemets. La Révolution arrive, le comtat et Avignon se rattachent à la France. Les Juifs deviennent en 1791 des citoyens français. C'est l'émancipation des Juifs de France. Les carrières ouvrent leurs portes. Et après plusieurs siècles d'enfermement forcé, les Juifs désertent les carrières et se vident de leurs habitants en quelques années. Pour ne citer que quelques chiffres, à l'Île-sur-la-Sorgue, à la Révolution, on estime à environ 350-400 Juifs dans la carrière. Ils ne resteront plus que 24 en 1817. Donc vous voyez, en 20 ans, un peu plus de 20 ans, la carrière, la ville se vide de sa population juive. Alors, les familles déménagent, ils vont là où leurs intérêts commerciaux vont les porter, donc dans les grandes places fortes, les grandes villes commerçantes, Beaucaire, Nîmes, Lyon, et un petit peu plus tard, ne vont pas hésiter à aller aux États-Unis. Ceux qui vont rester à l'Île-sur-la-Sorgue, à l'intérieur des carrières, sont majoritairement les plus pauvres, les plus âgés et les personnes malades. Dès le XVIIIe siècle, et surtout après leur émancipation, on constate une forte volonté d'intégration aux valeurs de la République de ces Juifs. Et beaucoup auront à cœur de s'investir dans la vie de leur cité. Nous en verrons quelques exemples à l'Île-sur-la-Sorgue. On va faire une petite visite guidée de ces 4 saintes communautés et du patrimoine que l'on peut encore y voir. Oui, j'ai oublié de vous montrer une note patente. Alors, donc, les 400 communautés, on va commencer par la plus emblématique d'entre elles, qui est celle d'Avignon. Donc, on a les premiers témoignages de la présence juive en 1178, du moins dans les textes. L'installation des papes à Avignon va engendrer un afflux extrêmement important de population, dont une population juive. On y retrouve de nombreux artisans et commerçants, comme je l'ai déjà dit. Ainsi, au XIVe siècle, on estime que 1/6 de la population de la ville est juive. Soit environ 1000 personnes. Fort déclin de cette population juive après le départ des papes. Les Juifs seront enfermés dans une carrière à compter de 1458, et comme partout ailleurs, ces Juifs d'Avignon subiront de nombreux épisodes de violence. Grâce au texte, nous savons que les Avignonnais disposaient de tout l'équipement communautaire traditionnel, mais la majorité d'entre eux ont aujourd'hui disparu. On notera pour cette ville l'existence de 3 cimetières successifs. Le dernier existant, est encore existant, a été créé en 1791, il est privé, au quartier de Saint-Roch. Il existait probablement une synagogue médiévale dont on ne sait absolument rien. Une seconde synagogue a été construite à la période moderne. Elle sera détruite dans un incendie en 1757. Immédiatement reconstruite en 1768, mais un second incendie va de nouveau la détruire. Et la synagogue que vous avez sous les yeux est en fait une reconstruction de 1848. C'est un bâtiment néoclassique de plan circulaire assez traditionnel. Déjà, dans ce bâtiment de 1848, toutes les spécificités de la culture comtadine ont disparu. Une décoration épurée et très sobre pour cet édifice. Cavaillon. Alors, Cavaillon est la plus petite de nos 4 saintes communautés. La carrière fait environ 1500 mètres carrés, donc c'est tout petit, c'est vraiment l'équivalent d'une ruelle. Malgré tout, la topographie actuelle est relativement proche de la topographie de ce que nous savons pour le XVIIIe siècle. Ça a été relativement préservé. La mise en juverie à Cavaillon date de 1453. Alors, il n'y a plus de culte et plus de communauté depuis relativement longtemps. La synagogue de Cavaillon est aujourd'hui un musée, propriété de la ville. Ce musée a la particularité de conserver une très très belle collection d'objets comtadins, puisque nous avons la chance à Cavaillon d'avoir découvert 2 guinisotes successives. Une première qui a été découverte dans les années 30 dans les combles, dans la toiture. Une seconde également dans les combles a été découverte en 1969. Le musée se compose aujourd'hui d'environ 400 objets juifs. Alors, le mikvé et la synagogue sont très bien conservés, on y reviendra, ce qui n'est pas le cas des cimetières pour Cavaillon. On en connaît 2, dont un par les textes qui est mal localisé, le médiéval, donc le plus ancien, probablement aujourd'hui détruit.
L'autre moderne, on sait le localiser, mais il a été complètement vidé en 1950. Les seuls témoignages que nous connaissons encore sont quelques plaques funéraires de pierres tombales, dont celle de Rachel Cavaillon, que vous voyez ici, qui est décédée en 1867, et vous voyez avec un texte bilingue en hébreu-français. Alors la synagogue, très belle synagogue que je vous invite à visiter si ce n'est pas déjà fait, a été reconstruite en 1774. Vous avez ici une inscription qui se trouve à l'entrée de la synagogue. C'est la porte du Seigneur, les justes y rentreront, avec la date. 5534, équivalent à 1774. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont déjà allés visiter la synagogue de Cavaillon ? Ah, ça va, ça me fait plaisir. Donc voilà, pour les gens qui l'ont visité, je ne vous apprends rien, mais c'est vraiment un petit bijou, très très particulier. Alors c'est un tout petit édifice avec cette décoration, mais qui est vraiment spécifique aux synagogues du Comtat. Vous voyez, on a des dorures, on a des couleurs, des ferronneries d'art. C'est vraiment un tout petit bijou, presque rococo. C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir dans une synagogue. C'est une spécificité, je vous l'ai dit, des synagogues du Comtat. Alors, elle a été restaurée, bien évidemment. On voit donc toutes ces couleurs, l'utilisation de la dorure, avec, vous voyez, un plan relativement simple qui est très spécifique également aux synagogues du Comtat. Donc, vous avez une salle. En fait, la synagogue se divise en 2 volumes successifs. Vous avez une salle basse, exclusivement dédiée aux femmes, et une salle haute, exclusivement dédiée aux hommes. On a, dans les synagogues du Comtat, une séparation des sexes qui se fait sur un plan vertical et non horizontal. C'est une spécificité. Donc les femmes devaient écouter le culte depuis le plancher, en tendant l'oreille, et écouter ce qui devait se passer dans la salle des hommes. Alors les salles des femmes étaient toujours des choses très épurées, alors que la salle des hommes, vous voyez, était toujours extrêmement richement décorée. La lecture des textes se faisait depuis une tribune haute sur laquelle était installée une table de lecture qu'on appelle dans le Comtat une théba. On y déroulait les rouleaux sur la théba et la personne qui lisait, donc, lisait en hauteur, surplombait l'assemblée des hommes qui se trouvait donc dans la salle ici. Bien évidemment l'arche 5, toujours orientée à l'est, que l'on voit ici. Une spécificité également dans le Comtat vénétien, c'est la présence systématique d'un petit siège d'Élie miniature. Alors bon, celui de Cavaillon doit faire, je sais pas, 60 cm de haut, quelque chose comme ça. Mais celui de Carpentras est encore plus petit, ça doit faire, je sais pas, 30 cm de haut. Il est dans une niche aussi. Et voilà, c'est le fauteuil d'Élie qui attend le retour du prophète Élie avec une lumière perpétuelle qui se place juste devant. C'est une aussi des spécificités du Comtat. Alors, à Cavaillon, on a d'autres éléments donc, de cette communauté. On connaît très bien le mikvé, donc étudié par François Guyonnet il y a peut-être maintenant 15 ans, qui n'est pas du tout visitable aujourd'hui, puisque l'accès en est très dangereux, mais qui est quand même parfaitement conservé. On a également, dans le sous-sol de la synagogue, dans la salle des femmes, la présence de la boulangerie. Donc c'est un espace mixte, on manque de place. On y fait donc le pain azim et c'est là également que les femmes s'installaient pendant le culte. Alors troisième ville sainte, celle de Carpentras, qui est la plus importante au niveau du nombre d'habitants. C'est la carrière la plus grande donc et probablement la plus peuplée. On pense qu'elle atteindra environ 1000 habitants juifs pour 4500 mètres carrés, ce qui représente quand même 10% de la population de la ville. Alors, on a un problème de surpopulation assez important à Carpentras. Alors, les bâtiments qui composaient la juiverie ont été pour l'essentiel détruits, en particulier à la fin du 19e siècle. Le cliché que vous voyez ici est un cliché exceptionnel puisqu'il nous illustre la destruction de ce quartier en 1889 ici. Alors, malgré tout, il reste quand même un très beau patrimoine juif à Carpentras, où il existe encore une communauté toujours en activité. Donc, cette carrière est la mieux documentée, probablement la plus connue. Il vous reste un quart d'heure. Un quart d'heure ? Oui. Je défile. Donc, quelques images, juste par plaisir, pour vous montrer la magnifique salle de la synagogue. C'est la salle des hommes, bien sûr,
de la synagogue de Carpentras, que l'on peut également visiter, toujours avec cette disposition tribune surélevée face à l'Arche Sainte. Le siège d'Élie, il est là. Il est tout petit là. Il faut revenir parce qu'on l'a pas vu. En fait. Il est ici. Sur laquelle des images ? Je suis tout à droite. Il est là. Quelques images aussi d'un très beau mikvé médiéval. Alors à Carpentras, il y en a 2. Celui-ci est le plus ancien. Boulangerie également. Alors la boulangerie cultuelle et la boulangerie du quotidien. Alors revenons à Lille, ce qui nous intéresse. Donc Lille sur la Sorgue. Donc c'est la 4e des villes saintes. Première mention de famille juive en 1268. Comme partout dans le comtat, on a un regroupement progressif de ces juifs au sein d'un même quartier au XIVe et XVe siècle. Vers peut-être 1453, on ignore encore la date, nous avons la création stricto sensu de la carrière. Après 1624, on a une augmentation notable du nombre de juifs, c'est l'expulsion des autres carrières. Au XVIIIe siècle, on a un accroissement démographique extrêmement important, mais également une extension de la juiverie. Grâce à leurs moyens financiers supplémentaires, les juifs vont pouvoir agrandir leur juiverie. On estime que vers 1789, il y a environ 300-350 personnes qui habitent dans ce ghetto, ce qui représente tout de même 10% de la ville au niveau de la population. Ce n'est pas négligeable. En 1791, c'est l'émancipation, c'est l'ouverture de la carrière et le départ des Juifs. Et en 1793, il y a un siège dans les troubles post-révolutionnaires, siège de la ville par les troupes de la Convention, destruction et pillage du ghetto, et destruction en particulier de la synagogue. Et au XIXe siècle, on a une destruction progressive de tous les habitats de la carrière. Alors, on a la carrière, bien évidemment, mais l'autre élément communautaire est très important pour nous et relativement bien conservé, c'est le cimetière. On a notre cimetière. Alors, pour vous montrer, le cimetière se trouve quand même à 3 km du centre-ville de la carrière. Donc ça pose des questions sur l'organisation du rite. On a ici le tout petit point rouge, là c'est la carrière, et vous voyez que le cimetière se trouve en zone rurale relativement loin, à 2 km du centre-ville à vol d'oiseau. Ce cimetière a probablement une origine médiévale, même s'il apparaît dans les textes relativement tard, en 1465. C'est peut-être un cimetière commun avec d'autres communautés, en particulier celle du Thor. On sait qu'en 1736, il y a un agrandissement, on double la superficie de ce cimetière qui est plein. Donc c'est une utilisation ininterrompue depuis le Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Alors à l'exception de quelques tombes récentes, les sépultures ne sont pas signalées en surface. C'est une propriété de la commune depuis 1906. Il est toujours officiellement en activité, même si la dernière inhumation a eu lieu en 1939. Quelques clichés du cimetière avant 2013, avec une photo assez cocasse de Paul Éluard, qui est venu voir son copain René Char, qui était un habitant de l'Île-sur-la-Sorgue, et ils se sont pris en photo dans le cimetière de Lille. Donc vous voyez qu'il y a des pierres tombales et un cimetière qui n'était pas entretenu, complètement enseveli sous les broussailles. À cette période-là, il y a eu beaucoup de pillages, on récupère les pierres, on récupère les ferronneries, etc. En 2013, on prend un petit peu le taureau par les cornes et on décide de s'occuper un petit peu de ce cimetière. Déjà, en 2008, on a réussi à le faire classer pour le protéger. Et en 2013, on a organisé une énorme opération de nettoyage, repérage et relevé de toutes les sépultures qui étaient visibles. Alors c'était un gros travail puisqu'il y avait 2 mètres de végétation accumulée. Voilà. Donc on a pu dégager environ une 40aine de sépultures. Et les relevés que nous avons faits ont permis d'alimenter un premier projet de mise en valeur qui est actuellement à l'étude. Alors voici le relevé en 3D de ce cimetière où l'on voit ces tombes récentes, en 19e, 20e siècle, qui sont organisées en enclos familiaux. La plus ancienne de ces tombes date de 1835. Vous voyez, c'est relativement récent par rapport à l'histoire de la communauté. Quelques détails sur ces sépultures. On a un exemple, on va dire, vraiment type des tombes que l'on peut retrouver dans ce cimetière, la tombe d'Esther Moshe, qui est écrite en français. Il y a très très peu de signes de la judéité des défunts.
sur les 40 tombes, on a juste 2 sépultures où l'on voit gravé sur la stèle quelques lettres en hébreu. On a ici la tombe d'Adolphe Abraham, qui est un personnage important pour nous, puisque c'est le premier maire juif de l'Île-sur-la-Sorgue. Sur l'un de ces enclos familiaux, on a une construction un petit peu énigmatique que nous n'avons toujours pas interprétée. Alors, je précise, nous n'avons bien évidemment pas fouillé. Nous avons juste dégagé les sépultures. Il en va de même pour ce bâtiment complètement effondré, qui a été saccagé, dont nous nous interrogeons encore sur la fonction. Est-ce qu'il s'agit d'une guénizard ? Est-ce qu'il s'agit d'un dépositoire, comme on peut le voir encore à Carpentras, mais qui date lui aussi du 19e ? Est-ce qu'il s'agit d'un caveau, ce qui n'est pas du tout une pratique que l'on connaît dans le judaïsme, mais pourquoi pas. Et le cimetière médiéval dans tout ça. Alors, le cimetière médiéval est localisé dans ce cimetière-ci, on le sait très bien, mais une loi interdit aux Juifs de signaler leur sépulture. On veut les invisibiliser même jusque dans leur mort. Du coup, il n'existe plus aucune pierre tombale ancienne sur ce site. Nous ignorons actuellement comment pouvait s'organiser ce cimetière juif. Il y a une organisation, vous voyez sur ces images, des alignements de platanes qui nous fait penser qu'il devait y avoir des allées entre les rangées de sépultures, mais nous n'avons absolument plus aucune localisation. Nous avons donc réfléchi à un projet de mise en valeur qui serait un projet purement paysager, avec la restauration par exemple des enclos, etc., mais quelque chose d'assez léger. Voici quelques images qui ont été réalisées par l'architecte qui travaillait avec nous, Peter Volgesi, avec des restitutions 3D de ce que pourrait devenir le projet de restauration. On a ici remonté le fameux petit bâtiment dont on ignore encore la fonction. Quelques images. Alors, est-ce que ça va marcher ? Non, c'est pas grave. Revenons rapidement sur notre juiverie. Donc, vous avez ici une image en bas du quartier juif actuel, c'est-à-dire un grand trou. Le parking que vous voyez au centre de l'image, c'est un petit peu en négatif l'empreinte des bâtiments qui se trouvaient dans la carrière. Ici, un petit dessin où on restitue l'extension, on va dire, du quartier juif. Donc, on est environ sur 6000 m². Quartier extrêmement densément bâti, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Quartier donc organisé autour d'une unique rue qui est ici, avec 2 portes, strictement contrôlées. De ces bâtiments juifs, donc antérieurs à la Révolution, on en connaît finalement relativement peu. On connaît ce très grand édifice que nous allons évoquer, qui est l'immeuble Beaucaire, quelques petits éléments ici, et surtout la synagogue qui se trouve ici. Juste la seule image un petit peu ancienne que nous ayons du quartier juif, c'est celle-ci. Donc vous voyez, c'est pas très très ancien, où nous voyons c'est des enfants jouer sur l'emplacement de l'ancienne juiverie. Alors l'immeuble Beaucaire, donc c'est le grand immeuble que je vous ai montré qui se trouve à l'extrémité de la juiverie. Il s'agit d'un immense bâtiment de plusieurs centaines de mètres carrés, qui a été construit entre 1760 et 1765 pour le compte de 2 frères, David Aaron et Isaac Beaucaire, qui ont embauché un très grand architecte, c'est celui qui a fait l'hôtel de ville de Marseille, etc., donc quelqu'un d'assez réputé, pour construire un immeuble on va dire un hôtel particulier pour ces 2 frères qui faisaient partie de l'élite, de la communauté, qui faisaient partie de la famille probablement la plus aisée de la communauté. Cet immeuble donc n'a jamais été détruit, et vous voyez, il adopte une forme absolument particulière. C'est ce qu'on appelle une forme en fer à cheval ou en U. Alors c'est pas le hasard si cet architecte a trouvé cette solution-là, c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait une réglementation très stricte pour l'urbanisme, pour la topographie de la juiverie. Il était absolument interdit aux Juifs de pratiquer des ouvertures vers l'extérieur de la juiverie. Or, on se trouve en limite de juiverie, donc il faut imaginer que tout l'arrière du bâtiment était un mur aveugle. Il n'y avait absolument aucune ouverture. Et pour contrer ce problème de luminosité, l'architecte a trouvé cette idée géniale de faire en fait un immense puits de lumière à l'intérieur du bâtiment. Et il a multiplié, on le voit très bien sur les photos, il a multiplié le nombre de fenêtres qui donnent sur ce puits de lumière pour tenter d'éclairer l'intérieur de ce très très grand bâtiment.
Ce bâtiment appartenait à l'origine à 2 frères, bien évidemment. Le temps passant, il a été découpé, on va dire, entre plusieurs propriétaires. Il y a maintenant une quinzaine de propriétaires à l'intérieur de cet immeuble, dont l'escalier central, donc, qui se trouve vraiment au bout de l'impasse, que l'on devine ici, qui donc était une copropriété, et la ville a décidé de racheter en 2019 une partie de cet immeuble, devenant donc copropriétaire de cette cage d'escalier et permettant donc de le sauver et de le sauvegarder. En 2020-2021, nous avons fait une grosse étude sur cet immeuble. En 2022, l'immeuble a été inscrit au monument historique, ce qui n'était pas le cas. Et en 2025, donc cette année, nous allons commencer les travaux de restauration de cet immeuble. Quelques images de l'immeuble Beaucaire. Vous avez ce qu'on appelle un déplié, c'est-à-dire qu'on a fait un relevé des façades et on l'a déplié sur un seul plan. On a déroulé pour vous montrer un petit peu le nombre de fenêtres qui étaient disposées le long de ce puits de lumière. Là, c'est une photo où on voit très bien, vous voyez, cette forme très très particulière de fer à cheval. Alors, ruiné, voilà, c'est le mot. L'intérieur de l'escalier était absolument en ruine. Les marches sont effondrées, vous voyez, il n'y a plus de paliers, etc. Voilà, c'est un immeuble qui a été très très dégradé. Mais ça ne nous fait pas peur. Ça ne nous fait pas peur. On a demandé à un architecte du patrimoine de réfléchir sur des solutions techniques pour pouvoir sauvegarder au maximum l'existant et pour pouvoir restaurer, compléter tout ce qui a disparu. Et il a trouvé une solution, donc je vous passerai les détails, pour une solution technique pour pouvoir le sauvegarder intégralement. D'autres images, donc vous voyez, c'est très très dégradé. Alors, le projet Beaucaire, on ne va pas restaurer juste pour restaurer. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui aille derrière. C'est un projet qui comprend 3 volets. Donc, le volet patrimonial, bien évidemment, la restauration qualitative de l'escalier historique, mais aussi un volet social, puisque nous allons créer à l'intérieur de l'immeuble Beaucaire, dans la partie que nous avons achetée, des logements sociaux qui seront desservis par l'escalier historique nouvellement restauré. Nous allons également développer un volet mémoriel, puisque dans le dernier étage, au-dessus de l'escalier, nous avons un petit espace où nous allons créer ce que l'on peut interpréter comme un petit centre d'interprétation. Nous ne disons pas musée parce qu'on ne va pas faire un musée, mais au moins un lieu où on pourra éventuellement amener des groupes, faire de la médiation auprès des enfants, etc., pour raconter l'histoire de ces Juifs du pape. Donc, diagnostic archéologique en 2020. Diagnostic archéologique, études du bâti, études historiques, voilà, on a toute la panoplie. Et nous avons donc maintenant un dossier extrêmement complet sur l'histoire de cet escalier. Nous avons donc travaillé avec l'architecte Pierre Volghesi et nous avons donc proposé une restitution 3D de cet immeuble Beaucaire dans son état 18e, dans son état d'origine. Vous voyez, c'était très beau. Donc, en 2021, avec l'architecte, nous avons monté un cahier des charges techniques. En 2022, je vous l'ai dit, une inscription au monument historique. Et là, nous sommes actuellement en cours nous venons de lancer l'appel d'offres. Nous avons reçu les propositions des entreprises. Et les travaux devraient commencer au printemps ou à l'été, quelque chose comme ça, pour l'escalier. Et pour financer cette opération, qui a un coût certain, nous demandons un mécénat via la Fondation du patrimoine pour pouvoir financer ce projet architectural. Quelques photos avant-après, parce que ça fait toujours son petit effet. Voilà, pareil. Donc là, on est au dernier niveau de l'escalier. Donc ça, c'est l'état actuel et c'est l'état projeté. Et ici, deux photos de représentation de ce que pourrait être le petit centre d'interprétation que nous souhaitons mettre en place tout en haut de l'immeuble. Alors, autre bâtiment emblématique de la communauté, bien évidemment, c'est la synagogue. Alors, on connaît une synagogue médiévale dans les textes dont on ne sait absolument rien, on ne sait pas la localiser non plus. Mais on apparaît dans les textes, aux alentours de 1520, la notion de construction d'une nouvelle synagogue. C'est la synagogue moderne de la communauté. Cette synagogue devait être un tout petit édifice au départ et va s'accroître au fur et à mesure des acquisitions foncières de la communauté. Au XVIIIe siècle, la communauté a assez de fonds pour pouvoir envisager un programme architectural d'envergure sur ce bâtiment de culte. Et on sait qu'il va y avoir une énorme phase de travaux entre 1759 et 1775. Ils ne vont pas en profiter longtemps, malheureusement, puisque la Révolution arrive. 1791, c'est l'abandon progressif de la carrière, donc l'abandon de la synagogue.
Cette dernière sera intégralement rasée en 1856. Mais c'était une ruine, hein. Ils l'ont rasée parce qu'il n'y avait absolument plus rien. C'était une ruine. En 2020, alors il ne se passe plus rien depuis 1856, tout le monde oublie quasiment l'existence de ce bâtiment de culte. C'est toujours pareil, c'est le négatif, hein, cette espèce de cul-de-sac, voilà, cet endroit vide, hein, c'est le négatif de la synagogue. Or, en 2020, un peu miraculeusement, la grande remise que l'on voit dans le fond ici est mise en vente. La ville décide d'acquérir cette remise puisque nous savions pertinemment qu'elle était construite peu ou prou sur l'emplacement de la synagogue. La ville acquiert cette remise et immédiatement, nous avons lancé une opération archéologique. Alors juste avant, on va parler, si vous allez visiter l'île sur la Sorgue, la première chose que vous verrez en arrivant sur la place de la synagogue, c'est ce bâtiment, il y a marqué écurie Abraham. Alors tout le monde nous demande, mais qu'est-ce que c'est ? Alors le procès Abraham, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous l'ai dit, en 1856, la synagogue, c'est une ruine. Il n'y a plus de communauté, il n'y a plus rien. Mais le voisin de la synagogue est un juif. C'est une des rares familles qui est restée dans le ghetto. C'est la famille Abraham. Et ma foi, la famille Abraham s'est trouvée bien chez lui à l'intérieur de la synagogue et a squatté la synagogue pendant des années et des années et des années. Et quand la ville a décidé de raser l'édifice, M. Abraham n'était pas d'accord en considérant que le bâtiment était à lui. Il y a eu un procès qui a duré plusieurs mois. Et finalement, ils ont coupé la poire en deux, en quelque sorte, puisque la synagogue, c'est-à-dire l'édifice de culte à proprement parler, a été détruite. En revanche, les annexes de la synagogue ont été données, en quelque sorte, à M. Abraham, dont ce bâtiment que vous voyez ici, dont on a retrouvé un cartouche et un marqué « Écurie Abraham », puisque M. Abraham était marchand de chevaux. Donc nous avons réalisé une opération, une première phase archéologique à l'intérieur de la remise. Donc on a réussi à rentrer un tractopelle dans la remise. On a cassé la dalle et on est allé voir un petit peu ce qui se passait en dessous. Et très très rapidement, on est tombé sur des vestiges archéologiques de très belle qualité. C'est ce que vous voyez ici et ici. Alors c'était pendant le Covid, donc ça a duré en longueur, mais ma foi, on a quand même bien travaillé. Ici, une orthophotographie des structures que nous avons pu mettre en évidence à l'intérieur de la remise, avec, donc, je vous l'ai dit, de très belles constructions, et nous avons immédiatement pu reconnaître une énorme structure circulaire qui est un four à pain, associé à une petite courette qui se trouve ici, au centre duquel on a trouvé un puits. Toutes les structures que vous voyez là sont issues de la reconstruction de la synagogue du XVIIIe siècle. Donc, on était très contents des résultats que nous avions obtenus à l'intérieur de la synagogue. Du coup, il a fallu un peu étendre la fouille pour pouvoir comprendre l'édifice. Et dès qu'on en a eu l'occasion, en 2022, nous avons réalisé un énorme sondage archéologique, cette fois-ci à l'extérieur de la remise. Donc, sur cette photo-ci, on voit cette fameuse remise que nous avons fouillée. Et nous avons ouvert, vous voyez, plusieurs sondages sur la place qui se trouvait devant. Et bingo, nous sommes vraiment tombés sur l'intérieur vraiment de l'emplacement de la synagogue à proprement parler. Ici, on voit quelques archéologues au travail. Ici, une photo aérienne des différents sondages archéologiques que nous avons pu ouvrir. Vous voyez, on a trouvé des structures. Ces structures appartiennent à différentes périodes, du médiéval jusqu'au XVIIIe siècle. Ici, encore un cliché des structures que nous avons découvertes à l'extérieur. Avec, vous voyez ici, une énorme structure circulaire qui est un four, encore un. C'est donc le deuxième four que nous ayons trouvé en quelques mètres de distance. Vous voyez ici ma collègue, qui apparaît toute petite par rapport à la taille de ce four, qui fait presque 4 mètres de diamètre intérieur. C'est énorme. En fait, ce four est plus ancien que le précédent que je vous ai montré. C'est le premier four de la première boulangerie qui devait fonctionner avec la synagogue. Alors, je vais faire court, je ne vais pas vous assommer de données archéologiques. En tout cas, ce qu'on peut dire sur ce bâtiment, dont on ne savait absolument rien avant l'ouverture de la fouille. C'est une morphogénèse, c'est-à-dire l'histoire qui a fait évoluer cet édifice. Une morphogénèse difficile à établir puisque les vestiges sont quand même très, très, très mal conservés. On voit que les Juifs ont acheté des petits bouts, ils vont coller les différents éléments les uns entre les autres pour tenter d'essayer de faire quelque chose de cohérent, mais ils vont y arriver plus ou moins. Ce sont plusieurs achats fonciers de la communauté qui vont faire que le site va s'agrandir. Alors, ce que l'on voit, c'est que c'est un édifice qui est en constante évolution. Il y a plusieurs dizaines d'achats fonciers qui vont permettre au bâtiment d'évoluer. Mais c'est une synagogue qui est en très mauvais état et qui n'est pas du tout adaptée à sa fonction communautaire.
Je vous l'ai dit, en 1959, il va y avoir un gros projet. On va quasiment raser la synagogue pour en reconstruire une nouvelle. Donc d'un édifice très éclectique en mauvais état, on va vraiment produire un programme architectural cohérent, avec un édifice très bien organisé et probablement très beau. Les deux photos que vous voyez là, les gros murs que vous pouvez voir ici, ce sont les murs donc, de la synagogue du XVIIIe siècle, de la salle de culte. Alors, est-ce qu'on voit bien ? Ouais. Alors, la synagogue, c'est quoi ? C'est une salle où l'on prie, bien évidemment, mais c'est aussi toute une organisation autour. Ce sont tous les éléments annexes qui fonctionnent avec une synagogue. On parle plutôt de complexe synagogal. Donc, en vert, vous avez la salle de culte à proprement parler, et en rouge, tous les éléments annexes qui participent à la vie de la communauté. La boulangerie qui est ici, c'est ce que nous avons trouvé dans la première remise, mais aussi des appartements qui étaient dédiés aux juifs de passage, qui venaient d'une autre communauté, mais qui n'avaient pas le temps de rentrer chez soi le soir, donc on les hébergeait dans ces appartements-là. On avait aussi très probablement des salles pour faire la classe. Donc comment ça s'organisait ? Ici, vous aviez au nord du quartier la rue, la carrière, la rue des Juifs. On accédait depuis cette rue à une petite cour qui se trouvait donc devant l'entrée principale de la synagogue. Les hommes et les femmes empruntaient ce vestibule. Les femmes tournaient ici et rentraient dans la salle basse qui leur était dédiée. Les hommes, eux, montaient l'escalier et rentraient dans la salle haute des hommes. On a beaucoup travaillé sur l'environnement foncier de la synagogue et vous voyez qu'il y a des propriétaires juifs partout, mais pas que. On a ici et ici des propriétaires chrétiens. Alors, un essai de restitution. Donc, ce que je vous ai montré précédemment, c'était le rez-de-chaussée. Ici, nous nous trouvons au premier étage, donc au niveau de la salle des hommes. Une salle des hommes qui est organisée comme les deux autres synagogues du Comtat que nous connaissons, c'est-à-dire un volume plutôt carré, avec des bancs installés, des bancs nominatifs qui étaient installés sur les côtés. On les a encore conservés à Cavaillon, ils sont là. Une tribune, ici, avec une théba qui permettait de faire la lecture en hauteur. Ici, bien évidemment, le tabernacle. Alors, c'était un volume extrêmement haut, cette salle des hommes. On estime que le bâtiment faisait environ 12 mètres de haut. Donc, c'est environ 3 étages d'un bâtiment actuel. Et l'on sait donc que cette salle des hommes était couverte d'une très belle coupole décorée de bleu et d'étoiles en or. Une coupole qui devait ressembler un petit peu à ce que l'on connaît ici, par exemple, à Carpentras. Quelques vues 3D de cette synagogue d'un point de vue volumétrique. Donc la place actuelle de la synagogue, le vide que je vous ai montré, en fait, c'est tout cet gros édifice qui se trouve ici. Ici, quelques restitutions également. La synagogue se trouve ici. Et une vue, alors bien évidemment elle est détruite, alors on fait avec ce qu'on a, avec les sources et les quelques descriptions que nous pouvons avoir, mais ça nous donne une idée un petit peu du volume et de la configuration de ce bâtiment. Alors nous avons également un projet sur la synagogue, vous voyez on ne manque pas de projet à l'Île-sur-la-Sorgue. Donc en 2020, on a acheté une partie du foncier. 2021-2023, donc c'est le projet, le diagnostic archéologique, et actuellement nous sommes en train d'étudier un projet de mise en valeur des vestiges et plus globalement de ce quartier de la synagogue. Ici, quelques vues d'architectes sur le devenir de ce à quoi pourrait ressembler la place dans les années futures. Avec des évocations, vous voyez ici les sols pavés de verre, comme c'est à la mode, on en voit un petit peu partout, pour permettre au plus grand nombre de voir les vestiges ici du four de la boulangerie.
Alors, cette mise en valeur passerait par la destruction donc, de la remise actuelle, qui est une remise 19e qui n'a pas beaucoup d'intérêt, et permettrait également de libérer la perspective sur un autre bâtiment juif qui est complètement caché des regards, puisque en étant sur le domaine public, on ne peut pas le voir. C'est un bâtiment qui se trouve juste derrière, dont on devine ici la toiture, qui est en fait l'immeuble Carcassonne, qui est le second immeuble juif intégralement conservé de la carrière de Lille, qui est un très bel immeuble ici, qui a conservé toutes ses coursives extérieures et ses ferronneries. Donc on a un projet de libérer cette perspective pour que les gens puissent voir ce second immeuble juif. D'autres évocations, d'autres vues de ce à quoi pourrait ressembler ce projet synagogue, avec, vous voyez, dans le projet, la destruction de cette remise, mais on conserve, de toute façon on n'est pas chez nous, on conserve la remise Abraham. Une autre vue. Ici, on est sur l'entrée de ce qu'était la synagogue, donc avec une évocation de cette entrée. La remise en place d'une fontaine, puisqu'on sait qu'il y avait une fontaine dans la petite cour qui précédait l'entrée de la synagogue. Je vous remercie. Le chat du rabbin vous remercie aussi. Et si vous voulez plus d'informations sur nos activités, on a beaucoup d'informations sur notre site internet. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On a des petits films à voir, des choses sympas. Merci. Merci Émilie. Il y a certainement des questions dans la salle. Alors le temps que le micro passe, juste et que des mains se lèvent. Et il nous reste quelques minutes parce que vous avez un TGV à prendre dans l'après-midi, je sais. Peut-être pour souligner à quel point l'archéologie est déterminante quand les archives sont maigres, comme vous nous l'avez très bien expliqué. Et c'était tout à fait remarquable quant à l'interprétation que vous pouvez faire de ces vestiges qui, pour le profane, sont quand même très peu parlants. Et de ce point de vue-là, évidemment, les vues 3D, tous les essais de restitution sont très éclairants pour nous. Parlante, ouais, on aurait aimé même pouvoir vous poser des questions, vous interroger plus avant là-dessus. Alors, je ne sais pas s'il y a des mains qui se lèvent. Merci pour cette très intéressante conférence. Pourriez-vous revenir sur l'historique, si possible daté, de la fermeture des carrières, étant donné que ces carrières, dans un premier temps, étaient peut-être fermées à la demande ou à la volonté des Juifs pour les protéger, et dans un second temps, peut-être imposées. Alors, vous pouvez nous en dire plus ? Alors, je vous l'ai dit, la fermeture officielle, administrative, c'est dans le courant du XVe siècle. Après, la situation antérieure est relativement mal connue. On sait qu'il y a un regroupement dans une rue. Ce regroupement semble volontaire dans un premier temps, puis largement, on va pousser les Juifs vraiment à se réunir entre eux. Après, est-ce que les Juifs eux-mêmes prendront l'initiative de s'enfermer pour se protéger? On n'a pas de données pour ça, non. On a les données à Perne, si j'ai bonne mémoire, Émilie, où c'est au XVIe siècle en fait que les Juifs sont regroupés dans la rue 4 qui deviendra la rue de la Juiverie, alors qu'ils étaient disséminés dans le village. On leur demande de se regrouper, c'est pas une initiative qui vient de la communauté. Ah non, tout à fait, oui, bien sûr. Oui, c'est une obligation qui leur est faite par les autorités municipales ou les autorités ecclésiastiques, je ne sais plus. L'enfermement est une obligation, bien évidemment, on n'a pas trop eu le choix. Et historiquement, on a deux dates en dehors de ça. Ouais. C'est la création du Cancel à Genève au milieu du XVe siècle, et puis bien sûr 1516, la création du ghetto de Venise. C'est un phénomène global, l'enfermement dans les juiveries. Oui, bonjour, merci infiniment. Une question concernant les mikvés en général. J'ai eu l'occasion, plus d'une quarantaine d'années, de me rendre à Carpentras et de visiter effectivement ce mikvé très intéressant qui était encore alimenté en eau. Et la personne qui nous a fait quelques commentaires nous a dit il est possible que l'eau provienne d'un conduit qui viendrait depuis l'île sur la Zorgue. Alors ça, voilà. Donc ça me paraît un petit peu ça loin. fait partie des mythes et des légendes qui circulent. Non, pas du tout. C'est la nappe phréatique, tout simplement, qui passe sous la ville, qui alimente le mikvé ancien. Merci. Qui se trouve à environ 7-8 mètres de profondeur par rapport au niveau du sol. Comme à Cavaillon. Comme à Perne.
comme à Perne. Ouais. Alors pour revenir juste 2 secondes sur l'absence, hein, personne ne m'a posé la question, c'est étonnant parce que c'est la première question qu'on me pose, c'est et les mikvés à Cavaillon, à Lille. Alors on les connaît par les textes, on sait qu'ils ont existé, mais pour l'instant, pas de structure découverte. Alors à mon sens, pour une raison extrêmement simple, c'est que l'île sur la Sorgue porte bien son nom, c'est qu'il y a de l'eau partout. Vous creusez un trou à l'île sur la Sorgue, à 1,50 m, vous avez de l'eau. Très facile de faire un mikvé. Du coup, ils ont dû exister, ces mikvés, mais c'était des structures de moindre importance, voilà, des petites installations qui ont dû être facilement détruites, rebouchées. Donc, pour l'instant, on les cherche encore, mais ils ont existé. Il faut peut-être expliquer, enfin vous rappeler, on le voyait sur les plans que vous avez montrés, mais que le centre urbain est entouré par les 2 bras de la Sorgue qui passent de part et d'autre. Tout à fait. Voilà, l'île sur la Sorgue porte bien son nom, puisqu'en fait vous avez ça fait 2 bras de Sorgue et au centre vous avez le centre-ville ancien de Lille et vous avez au centre des canaux qui ont été aménagés par l'homme pour installer des roues, pour pouvoir produire tout un tas d'industries, dont l'industrie lainière, l'industrie des draps de laine, qui est la grande spécialité de la ville et qui est la cause du succès industriel de cette ville au Moyen-Âge, puis à la période moderne. Bonjour. De quel document écrit disposez-vous ou avec qui travaillez-vous pour continuer les recherches que vous pourriez faire ? Alors les documents, c'est principalement des archives qui se trouvent dans la très grande majorité des cas aux archives départementales du Vaucluse. Et ce sont des archives qui émanent principalement du pouvoir ecclésiastique, des papes. Ce n'est pas des archives qui nous proviennent de la communauté. Voilà, on a très peu d'archives qui proviennent de témoignages qui proviennent de la communauté, à l'île sur la Sorgue. Dans d'autres carrières, on a un petit peu plus de données. Registre de circoncision, voilà, ce genre de choses qui... On peut peut-être dire quand même que les archives départementales du Vaucluse sont très actives. On les croise souvent dans les ventes aux enchères, Tout à fait. Dans l'acquisition de documents sur le judaïsme comtadin. Tout à fait. Et c'est un exemple assez remarquable. Oui. De même qu'il faut dire, c'est évident quand on vous écoute, mais que le travail qui est fait à l'île sur la Sorgue, à Pernes-les-Fontaines dans une moindre mesure bien sûr, et à Saint-Paul-Trois-Châteaux est tout à fait exemplaire du travail qui peut être fait de conservation par l'acquisition, la recherche archéologique, la mise en valeur par les collectivités territoriales. On n'en a, je crois, pas d'autres exemples. En tout cas, c'est vraiment 3 exemples admirables. Oui, puis avec une vraie conscience des élus quant à l'importance de ce patrimoine. Une prise de conscience, et c'était quelque chose de relativement récent. Ça fait, on va dire, une quinzaine d'années les élus, que tout le monde prend conscience de ce patrimoine qui est en péril. Il ne faut pas non plus l'occulter. Il est détruit au fur et à mesure, ou du moins oublié ou minimisé. Et c'est notre rôle, nous, collectivités locales et archéologues, historiens des collectivités locales, de faire connaître au plus grand nombre cette histoire que la majorité des gens, même les Cavaillonnais ou les Avignonnais, ne connaissent absolument pas. Au sujet de ces restaurations, oui. Et en particulier celle de l'île sur Sorgue, que je connais bien, on peut féliciter le maire, M. Gonzalez. Alors, effectivement, qui, nous, qui tout à a fait. fait de cette ville non seulement des recherches sur, évidemment, la juiverie, la carrière, mais également à restaurer cette ville d'une façon formidable. Tout à fait. Alors, il faut la direction du patrimoine, c'est une volonté particulière qui se discute du maire de l'île sur la Sorgue. C'est une toute petite ville, on est 20 000 habitants, mais le maire a décidé de créer, de donner des moyens à une direction du patrimoine pour valoriser, pour travailler sur le patrimoine de la ville. Ça fait maintenant donc 2012, ça fait maintenant 12 ans que nous travaillons, et les gens voient le résultat. Vous vous promenez à l'île sur la Sorgue, les gens sont contents parce que c'est beau. Parce qu'on fait attention à notre patrimoine, on restaure notre patrimoine, on aide les particuliers à valoriser leur patrimoine, à faire les choses bien, et ça se voit. Et effectivement, c'est notre maire c'est un choix politique complètement assumé. Et il faut pas nous le voler. C'est M. Gonzalez, Pierre Gonzalez, voilà, qui est un Lillois, qui est très, très attaché à sa ville.
Dans le cas de Pernes-les-Fontaines, c'est aussi Tout à fait. un élu, Monsieur Gabert, Tout à fait. qui a ouais. été Le fer de lance, voilà. le fer de lance du Ouais. sauvetage du premier mikvé que vous avez montré dans l'hôtel de Ouais. Chélus, puis ensuite de la fouille de la place de la Juiverie, qui a mis au jour ce deuxième mikvé, Qui est aujourd'hui mise en valeur. et qui est très bien mis en valeur. Oui, C'est tout à tout à fait fait. remarquable. Hein. D'autres élus auraient peut-être eu le choix de tout recouvrir et voilà. Bon, ça, on s'arrête là. Mais voilà, il y a une vraie volonté politique de mettre en valeur ce mikvé. Est-ce qu'on a une dernière question, parce qu'il est presque 14 heures? Non, ce sont des étudiants de l'université d'Avignon qui sont venus nous aider. Peut-être, il y avait des... Ah, oui, l'essai agricole, oui, de la Blancarne, effectivement. Ouais. Émilie, il nous reste à vous remercier pour votre science Merci et votre encore passion, pour votre invitation. Merci. qui est très communicative. Alors, il me reste à annoncer donc la prochaine séance. Ça sera Claire de Comps, la conservatrice de la collection historique et des judaïcas du musée, qui évoquera le 4 février les illustrations des livres de coutume, 17e, 18e siècle. Donc là, on va remonter dans l'est de la France, qui a en commun, d'ailleurs, on aurait pu le dire, notamment dans le ghetto de Metz, c'est cet urbanisme en hauteur, puisque les communautés ne pouvaient pas s'étendre en surface. Hein. Cet urbanisme très en hauteur, comme on le retrouve aussi à Venise. Il me reste aussi à remercier l'équipe de l'auditorium, hein, Sophie Andrieux, Joseph Hirsch et Antoine Erard. Merci beaucoup. Et donc au 4 février. Merci beaucoup, Émilie. Merci. Oui, alors vous retrouverez, si vous voulez approfondir le sujet, il y a quand même un peu d'historiographie sur le comtat venessin. Il y a le livre d'Armand Lunel sur les Juifs du Languedoc et du comtat venessin. Il y a le livre de René Moulinas sur les Juifs du Pape. Il y a aussi le livre de Jules Farber. Et puis plus récemment, vous l'avez peut-être entendu ici, le travail de Peter Nahon sur le dabérage, qui est ce langage particulier des anciens juifs du pape qui vivent encore en Provence et qui sont pour l'essentiel des commerçants de demi-gros et qui ont une espèce d'argot qui est un mélange de provençal et d'hébreu qui leur permet de communiquer entre eux quand ils négocient des affaires. C'est extrêmement intéressant. Voilà. Excusez-moi pour les livres de coutume, c'est pas l'Est de la France, ce sera l'exception qui confirme la règle, même s'il y a des éditions, puisque les livres que je vais vous montrer, les premières éditions sont à Venise, et après je vais vous montrer la diffusion des modèles à travers l'Europe, par Amsterdam, différentes communautés allemandes, donc un voyage beaucoup plus large. Voilà. Et avec une présentation des rituels, puisque c'est ça aussi la spécificité de ces livres, c'est que c'est quasiment les seules images qu'on ait qui présentent la vie quotidienne de ces communautés. Merci Claire et pardon pour cette erreur. Donc au 4 février, à bientôt.